Ah oui, vous êtes toujours sur les ondes de radiojeunesse.ca, Alex Boivin et Jonathan Gros qui sont toujours là pour la fin de l'émission des Estropiés. Mais là, on a pris une petite pause, petite, assez longue, là, parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui. Ici, puis non, on parle pas nécessairement de vous, Marc, là, mais quand même un peu de vous. C'est pas moi l'invité de Marc. Non, mais oui, Marc Carrière qui est avec nous, mais accompagné de Madame David, ministre de la Culture et des Communications. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très, très, très bien. Good. On a une petite question. On a plusieurs questions à vous poser. On va commencer ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent dans leur milieu, que ce soit dans les communications ou que ce soit aussi peut-être dans la culture qu'ils aiment s'impliquer? Pourquoi c'est important pour vous qu'ils s'impliquent? Bien, parce que d'abord, c'est toujours extrêmement important que des jeunes trouvent ce dans quoi ils sont super confortables, dans quoi ils se réalisent, dans quoi ils s'épanouissent, dans quoi ils découvrent qu'ils ont des talents et qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est ce qui fait qu'un jeune peut vraiment s'épanouir, grandir, avoir du fun et découvrir ce que c'est la passion. Alors, on parle de culture ici, on parle de radio, on parle de communication, on pourrait parler de politique, on pourrait parler de sport. Là, on parle tellement des sports pour les jeunes, puis moi, je trouve ça tellement important de parler de sport, mais de culture, d'aimer la communication, c'est aussi important que de faire du hockey, d'après moi. Alors, ça peut être les deux, mais il ne faut pas empêcher les jeunes de découvrir dans quoi ils se sentent le plus confortables, puis pour toutes sortes de raisons. Ça peut être le sport, mais ça peut être l'écriture, ça peut être la lecture, puis ça peut être faire de la radio, puis aimer la musique, puis jouer de la musique. Alors, il ne faut pas priver des jeunes d'avoir au moins l'opportunité de trouver ce dans quoi il est le plus confortable. De vous voir tout ici aujourd'hui, un dimanche, faire ça par passion, ben écoutez, c'est probablement dans les heures les plus importantes de votre semaine, finalement. Là. Ben, moi, je place ça en haut de la liste. Ah oui, non, pour moi, c'est important de pouvoir venir ici le dimanche après-midi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous n'aimiez pas aller à l'école, mais disons que le cours de mathématiques qui peut être un peu plate pour vous autres, ben vous avez au moins dans l'horizon, vous avez non seulement l'horizon de venir ici le samedi ou le dimanche ou le mercredi soir, je ne sais pas, mais vous avez l'horizon de vous dire, je sais au moins quand je me lève le matin ce que j'aime au moins quelque chose, parce que vous savez, le pire, parce que moi je suis psychologue aussi de métier, de formation, j'ai beaucoup enseigné la psychologie des jeunes, des enfants, des adolescents, puis ce qui est important, c'est de te lever le matin en disant, j'aime quelque chose. D'abord, la première chose, c'est je me sens aimé, ça c'est la base de quelqu'un. Et puis après ça, c'est qu'est-ce que moi j'aime, puis qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Et le pire, le plus, ce qui est souvent la base de la dépression chez les jeunes, c'est on m'a pas assez aimé, je me sens pas aimé, puis je sens pas que j'ai rien à donner à la société, puis je sais même pas pourquoi je me réveille le matin. Et ça, c'est terrible. Alors vous réveillez en disant, j'ai hâte d'aller à quelque chose. Que ça soit n'importe quelle activité, c'est ça qui est important. Alors, moi, la culture, évidemment, je trouve que c'est très, très, très important. Et que des jeunes s'intéressent comme ça à ce que vous faites, c'est fabuleux. Puis, et on doit remercier Nathalie, qui est votre grande patronne. Oui, la grande patronne. On peut mettre ça comme ça. On la remercie très fort, toi et moi, Jonathan. Oui, très, bon, toi, elle t'a repêché très jeune. Oui, moi, elle m'a repêché du haut de mes 7 ans. Oui. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années déjà. Ouais, t'es vieux maintenant. Elle est rendue à 11 ans. Elle est rendue à 18 ans après 11 ans. Non, mais quand on parle de persévérance, là, que ça soit scolaire ou parascolaire, disons ça comme ça, là, ben, c'est formidable. Puis quelqu'un comme Nathalie sur votre chemin, ben, c'est formidable parce que ça, vous pourrez dire toute votre vie que c'est là que ça a commencé, à 7 ans, à 8 ans. Et ça, il n'y a pas de prix pour ce que ça vous donne en assurance puis en estime de vous-même. Puis ça va vous suivre et vous servir de base pour le restant de vos jours. Marc, toi, ton opinion là-dessus, est-ce que tu en as un qui diverge un peu ou pas du tout? Premièrement, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense que premièrement, c'est un milieu de vie, c'est une école de vie. Ce que vous apprenez ici, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Moi, j'ai la chance de venir assez régulièrement. Je vous ai vu aller pendant les Jeux de la francophonie canadienne cet été et je vous suis depuis que je suis député. Je trouve ça tout à fait génial ce que vous faites. Je suis d'accord avec Hélène quand elle dit qu'il faut avoir une passion dans la vie, que ce soit la culture, le sport. On a souvent tendance, et moi je viens du monde du sport, on a souvent tendance à privilégier le sport. Quand j'étais jeune, j'ai eu le bonheur de faire les deux. À la fois, j'étais musicien, si on veut, au secondaire. J'ai eu le bonheur de faire des spectacles tout en faisant du sport. Donc, je pense que c'est ça. Quand on a une passion, ça fait en sorte qu'on devient une meilleure personne et ça nous prépare pour le reste de notre vie.
Merci beaucoup, Marc. C'est bien dit comme ça. C'est tellement... tout ce qu'on fait maintenant, c'est en préparation pour plus tard, vu comme ça. Là, c'est absolument vrai, ça. Oui. Et on pourrait rajouter le monde des communications. Là, on sait que la planète est gérée par les communications maintenant. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Là, il y a des deux. Mais vous allez être hyper préparé pour ce monde-là, cet univers-là, parce que maîtriser l'art du micro, maîtriser l'art de trier toute cette information qu'on a, que ce soit en politique ou en culture ou en d'autres, en sport. C'est tellement planétaire maintenant ce qui se passe. Avec l'avenue de l'Internet et tout ça. C'est ça. Puis vous êtes sur le web. Oui. Et puis vous avez des gens qui peuvent vous écouter de partout sur la planète. Imaginez, vous parliez des jeux tout à l'heure, mais toute la francophonie pourrait vous écouter. Alors vous pourriez avoir un partenariat avec une radio en Afrique francophone, par exemple. Alors c'est comme s'il n'y avait plus de frontières à cause avec le web. Donc profitez-en. Développer des projets internationaux. Oui, c'est une bonne idée. Exactement. Hein, c'est pour ça qu'on s'appelle Radio Jeunesse. Bon, on connaît un peu moins le volet international, mais c'est exploité. C'est même exploité. Exactement, on est en train de bâtir ça. Et on doit vous féliciter parce que vous êtes unique au Canada. Oui. Ça, c'est absolument fabuleux. On dit qu'au Québec, on est des innovateurs, des créateurs, on fait les choses pas comme les autres, mais vous pourriez avoir de grandes ambitions, justement, d'avoir je sais que vous avez déjà des liens avec le Nouveau-Brunswick, où vous parlez. Alors, dans le fond, la planète a plus de limites, et moi, je suis responsable de la francophonie. Alors, j'entends ça, et j'ai déjà dans ma tête des sortes de projets, je me dis, il pourrait faire Hélène, quelque chose. Si tu me permets, cet été, quand il y a eu les Jeux de la francophonie canadienne, j'ai eu le bonheur d'être ici à l'ouverture, et il y avait des jeunes d'à peu près toutes les provinces du Canada qui étaient ici, des gens qui s'exprimaient, de la Saskatchewan, de l'Alberta, qui s'exprimaient très bien en français. Donc, je pense que le Québec a toujours un rôle, il doit jouer son rôle pour préserver le français. Donc, les jeunes ici sont des ambassadeurs pour tout ce qu'on a à faire pour protéger le fait français. Et le fait français, donc, comme dit Marc, à travers le Canada. Et puis, même à travers le Québec, là, c'est... À travers le Québec, et puis à travers la francophonie, parce que on dit que l'avenir de la francophonie est en Afrique, parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de jeunes. Et faire une émission conjointe avec une radio quelque part en Afrique, ça pourrait être formidable. Mais là, je suis rendu trop loin. On regarde à long terme, là, ça c'est clair. Ça serait une possibilité éventuelle. Non, mais si on peut vous supporter, je trouve qu'il y a des projets qui peuvent être qui sont tellement intéressants puis tellement porteurs que votre génération, c'est ça qui vous attend. C'est énormément de liens. Ça se fait par Internet, puis après ça se fait par avion, puis après ça, tu t'en vas te promener partout sur la planète. Les gens voyagent beaucoup maintenant. Alors, avec votre passion de la communication, mais il n'y a pas de limite. Marc, vous disiez plutôt que vous avez fait des spectacles, justement, à travers votre jeunesse. Est-ce que vous aussi, Madame David, vous avez pu vivre l'expérience médiatique depuis que vous êtes tout jeune? Oui, moi j'ai déjà fait du théâtre, effectivement, et puis je me souviens d'une émission, d'une pièce de théâtre pour des jeunes de familles défavorisées. Puis vous allez rire parce que la pièce de théâtre, j'avais peut-être 13 ans, 12 ans, et c'était ma grande sœur Françoise, qui est aussi politicienne, qui m'avait dit, Hélène, elle était metteur en scène, elle était toujours chef de quelque chose. Et puis là, quand on parle d'école de vie. Exactement. Alors elle avait décidé de monter une pièce de théâtre, et puis elle m'avait demandé, moi j'étais la plus jeune sœur, de venir jouer, et ça s'appelait Jérémie Gros Orteil. Là, ça c'était je me souviendrai toujours, c'était mon rôle, parce que je me souviens plus exactement c'était quoi le personnage, mais je me souviens de mon nom de scène, et j'avais trouvé ça, c'est vraiment intimidant. Il faut que tu apprennes à faire jouer au théâtre, ça veut dire t'exposer à l'œil du public, et puis qui te trouve pas drôle, ou puis des enfants, là, ça peut être cruel, hein, parce que des enfants, si t'es plate, ils vont te le dire pas mal. En fait, ils vont arrêter de s'intéresser à toi. Alors, une pièce de théâtre pour enfants, il faut vraiment que tu sois très
très animé, très intéressant. Je voyais ce matin dans un journal, au journal Le Devoir, il y avait un article sur une garderie à orientation culturelle et j'ai trouvé ça tellement formidable. C'est une garderie, c'est une garderie, ils les prennent de 18 mois à 5 ans pour des enfants et c'est beaucoup d'activités culturelles et ils disaient, si on les prend en bas de 5 ans, alors je vous dis pas nécessairement de devenir une radio-garderie ici, ça fait un peu plus jeune, mais si on les prend à 4 ans, à 5 ans, ils n'ont pas du tout peur, eux, de venir parler. Aucun c'est ça. Et dès que tu arrives à l'école, là, tu commences à être un peu plus gêné, et là, qu'est-ce que les amis vont penser? C'est là qu'on commence à se sentir observé. Ils jouent au théâtre comme si de rien n'était, puis ils veulent tous être là, avec leur rôle principal. Alors, il n'y a pas de limite d'âge pour aimer l'art et la culture. Vous, Marc, qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse? Dans ma jeunesse? À part le sport? Non, elle n'est pas finie. Bon, commence à être loin derrière. J'ai eu le plaisir, il y en a plusieurs ici qui sont étudiants à Nicolas Gatineau. J'ai eu le plaisir à une polyvalente. C'était la plus grosse, et je pense que c'est encore la plus grosse école secondaire du Québec. Une des plus majeures. En tout cas, une des plus grosses. À l'époque, on était 4000 étudiants. Moi, j'ai eu le plaisir de jouer de la musique dans l'harmonie, dans le stage band. Donc, j'ai eu le plaisir de voyager. Ça nous amène des fois à voyager. Je suis allé au Manitoba, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé en Gaspésie. Vous parliez de la Gaspésie tantôt. Je suis allé en Gaspésie jouer de la musique, des échanges avec d'autres écoles. Donc, c'est très formateur et je m'en souviendrai. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques mois mon professeur que j'avais en secondaire 3, 4, 5 en musique. C'était tout à fait génial. J'avais des souvenirs incroyables qui sont remontés lorsque j'ai pu rencontrer Bernard. Donc, c'est très formateur. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé de vivre ces expériences-là dans votre passé pour justement le travail que vous faites aujourd'hui en tant que ministre de la Culture et des Communications et en tant que député de Chapleau ici en Outaouais? Je ne sais pas pour Marc, mais pour moi, c'est sûr que plus tu as fait de la communication avant d'arriver en politique, plus tu survis en politique. C'est aussi simple que ça. Puis comme mon métier, c'était d'être professeur à l'université, j'en ai fait beaucoup de communication parce que tenir 200-250 étudiants en psychologie le lundi matin qui sont sortis la veille puis qui n'ont pas bien le goût de l'écouter pendant 3 heures de temps, il faut être animé. Hein? On connaît ça. Vous savez ce que c'est. Hein? Alors, si le prof est ennuyant, là, disons que, alors, t'apprends à ne pas être ennuyant ou tu l'as de façon innée, parce qu'il y a des gens qui sont des bons communicateurs puis d'autres qui l'apprennent, mais il y en a qui ont plus de difficultés, disons. Alors ça aide beaucoup. Puis l'autre chose qui aide beaucoup, c'est d'avoir beaucoup de formation en psychologie pour comprendre la vie politique et les collègues et le jeu des interactions puis tout ça. Alors c'est toujours très utile, mais la communication, moi, c'est beaucoup à travers l'enseignement que je l'ai apprise. Excellent. Pour vous, Marc? De mon côté, moi, ça fait 22 ans que je fais de la politique et je me rappelle qu'au début, là, je suis à la base un peu timide. Donc, au début, c'était compliqué de faire un discours devant 5 personnes, de m'exprimer. Et à force de le faire, on devient de plus en plus à l'aise, je pense. Et je me rappelle, je m'en tenais à un texte. Maintenant, j'essaie de ne plus utiliser de texte. Mais le fait, lorsqu'on arrive dans une salle de spectacle et que tu es assis en avant de 500-600 personnes. Donc, effectivement, ça aide au début. Là, les jambes, ils sont pas fortes. Là. Et il y a des papillons, donc, mais à force de le faire, je pense qu'on devient de plus en plus à l'aise. Donc, oui, ça a été très formateur dans mon cas. Mais ça paraît pas du tout, cette timidité-là, maintenant. Là. Après 22 ans en politique, on s'y habitue, mais à la base, là, quand c'est pas quelque chose qui est inné, je pense, pour les gens, il faut le travailler. J'imagine qu'à votre première émission de radio, vous avez... On n'était pas les mêmes. On n'était pas les mêmes, ça c'est clair. Donc maintenant, vous êtes des pros et vous faites ça de façon tout à fait géniale. Merci beaucoup. Et vous êtes vraiment très à l'aise. Vous allez communication, ils n'auront plus de secrets pour vous. On fait du mieux qu'on peut. Hein? À force de pratiquer, justement, comme monsieur Carrière disait, à force de pratiquer, on devient à l'aise, puis ça facilite. Puis après un bout de temps, on commence à comprendre un peu plus le fonctionnement de la chose. Là, Puis quand vous expliquez à vos amis ce que vous faites ici, est-ce que ça les excite? Est-ce qu'ils aimeraient profiter de ça? Il y en a beaucoup ça a l'air le fun, mais moi, parler en avant des gens, j'aime pas ça. Fait que automatiquement, ils sont comme, non, je veux pas, j'ai pas envie. Moi, je dis toujours aux gens, chaque personne devrait au moins une fois dans sa vie faire de la radio. Parce que ce soit pendant 5 minutes ou pendant 1 heure. Pendant 5 minutes ou juste essayer. Chaque personne devrait essayer. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est plus vous autres les animateurs. Là. C'est maintenant vous répondez. Oui, non. On est rendu là.
Mais ça, je dis toujours, chaque personne devrait essayer de faire de la radio à un point ou un autre parce que je trouve que tu apprends juste comment tu es à l'aise à parler, comment tu découvres un peu comment tu te situes au niveau d'une discussion ou juste d'une interaction. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve que ça ouvre un peu, tu comprends un peu plus ce monde-là après. Puis, Moi, je dirais, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a le premier type que Jonathan a très bien expliqué, la personne un peu plus timide, qui veut pas nécessairement se lancer dans le vide. Ou il y a le deuxième type de personne que j'ai rencontré en Jessie, justement il n'y a pas si longtemps que ça. Jessie Laplante, qui est notre co-animatrice ici dans l'émission Les Estropiés avec toi et moi, Jonathan. Jessie, j'ai eu la chance de la connaître, je sais pas trop pourquoi, honnêtement. Ça a tombé comme ça, puis je lui ai dit, tu sais, je fais de la radio dimanche après-midi, si jamais tu veux venir voir, viens, tu sais, puis elle est venue, puis elle est restée bien tranquille pour la première émission. Puis elle est revenue la semaine d'après, elle voulait essayer, puis écoutez, elle a pas démordu depuis ce temps-là. Puis elle a fait l'émission avec nous. Donc, oui, il y a le type de personnes qui vont faire non, moi ça me tente pas du tout de faire ça, d'essayer même. J'ai peur. J'ai peur. Il y en a d'autres qui vont être vraiment ouverts d'esprit puis qui vont prendre la chance qu'on leur offre, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire. En fait, oui, c'est tout le monde qui peut faire de la radio, mais c'est pas tout le monde qui veut prendre l'occasion qu'on leur donne. Alors, surtout à Gatineau ici, on est vraiment chanceux parce que on est ici pour former justement la génération de l'avenir des communications. Là. Puis je trouve que avec cette radio-ci, moi j'ai un peu comme M. Carrière, je suis un gars de hockey puis de sport. Là. Moi j'ai toujours dit ça. Si jamais tu veux devenir un excellent joueur de hockey, faut que tu te pratiques. C'est la pratique. Voilà. Si jamais tu veux devenir un excellent communicateur, faut que tu te pratiques aussi. Puis ici, on a la chance de se pratiquer. Puis j'ai le beau parallèle aussi à faire avec la Ligue junior majeure du Québec qui eux forment les joueurs de hockey québécois de demain qui vont faire partie de la Ligue nationale. Nous, on est un peu la Ligue junior majeure du Québec en communication. Moi en fait, c'est ça que je trouve. Là, oui, puis, on peut voir ça comme ça. On se fait former pour les prochaines étapes. Exactement. Mais je vous écoute puis je vous trouve tellement extraordinaire. Vous êtes déjà complètement mûr pour passer à la Ligue nationale parce que mon Dieu. Non, mais votre qualité de français est exceptionnelle, votre articulation de pensée est tout aussi formidable. Vous avez déjà une réflexion sur la société. Moi, je suis complètement béate d'admiration devant vous. Et vous avez encore tout l'avenir devant vous. Alors, je peux comprendre que vous êtes un pur produit là, de ces années d'exposition à non seulement communiquer, mais pour communiquer, faut-il avoir quelque chose à communiquer. Donc, vous avez une réflexion aussi derrière ça. Puis, on n'a même pas parlé de contenu. Là, on parle de communication. Mais vous mettez du contenu aussi. Vous pouvez avoir une passion, un pour politique, d'autres pour culture, d'autres pour sport. Et ça, déjà, c'est vraiment une école de la vie où vous avez pas mal gradué. Et vraiment, les gens, si on ne le savait pas, on pourrait dire que vous êtes complètement dans une radio déjà pour adultes et non pas une radio amateur. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment plaisant d'entendre ça. Effectivement, c'est très apprécié. Puis justement, dans nos émissions, on parle vraiment de tout et de rien. Nous autres, nous autres, on tente de parler de quelque chose, mais on va parler de ce quelque chose. Exactement. Ça, souvent, des fois, ça détonore plus d'actualité, plus dans les nouvelles, ce qui est passé, ou on va y aller sur des sujets un peu plus détendus, un peu plus plaisant, voire relax, insolite, oui. Puis nous on a justement relevé une nouvelle qui a fait les manchettes il y a quelques mois, quelques semaines même. Le dossier des conservateurs en région, des conservatoires. Conservatoires. Dans quelque chose de délicat. Non, pas les conservateurs, les conservatoires. Merci. Merci les gens en studio pour m'encourager. Merci. Donc les conservatoires en région, Jonathan, puis on avait pris vraiment position parce que nous c'est ça qu'on fait aussi. On ferait on prend position. Oui. Puis on avait pris position un peu de la même manière que vous l'avez fait, Madame David. En étant pro-conservatoire, justement, qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'être capable de les sauver, ces conservatoires? Ça a représenté beaucoup parce que d'une part, la musique
pour moi a été, j'ai fait 11 ans de piano moi-même, alors j'ai quand même je pourrais dire une sensibilité à ce que ça représente. J'ai toujours œuvré dans le milieu de l'éducation, donc c'est un lieu de formation par excellence. C'est vraiment une sorte, j'aime dire que c'est une sorte d'élite démocratique, c'est-à-dire que c'est pas une élite au sens où ce sont les plus riches qui ont accès, pas du tout, parce que c'est pas de l'élitisme financier, au contraire, c'est un accès qui est pas plus cher que l'école publique, que le cégep et que l'université. Donc, ça, c'est tout à l'honneur, en fait, de ce réseau et du Québec d'avoir créé ce réseau-là. C'est en région partout. Donc, ça, c'est unique au monde. Vous savez que les conservatoires, tels qu'on les connaît, ça n'existe à peu près nulle part ailleurs sur la planète. Ça a été fondé sur le modèle des conservatoires de France. Il y en avait à ce moment-là 2, et il n'y en a toujours que 2 en France, Paris et Lyon. Donc, c'est vraiment les lieux d'élite où le futur grand violoncelliste, grand pianiste, grand, je sais pas, chanteur d'opéra va pouvoir aller. Ce qu'on a fait au Québec, c'est qu'on a même développé le réseau de façon beaucoup, beaucoup plus large. Et j'étais même au ministère de l'Enseignement supérieur à l'époque quand on a travaillé le dossier de pouvoir donner des maîtrises et des baccalauréats dans les conservatoires. Alors, c'est très lié au réseau de l'éducation aussi, mais ils peuvent commencer tout jeunes. C'est comme vous pouvez recevoir un enfant ici qui a 7-8 ans, vous dites, mais il y a un talent exceptionnel. C'est exactement la même chose dans les conservatoires. Ils les reçoivent dans ce qu'on appelle l'école préparatoire, mais il peut avancer parce qu'il est doué. Vous savez, autant dans le sport maintenant, Marc en connaît sûrement plus que moi dans ce domaine-là, ou dans d'autres domaines, en les arts du cirque, par exemple, il faut que tu sois bon de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'un champion olympique, là, il n'y a pas 38 ans. Là, un champion olympique peut avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et donc, en musique, c'est la même compétition parce que si vous allez en Corée du Sud, si vous allez en Chine, ces jeunes-là sont formés dès le tout jeune âge. Alors, l'équivalent de ça chez nous, ce sont les conservatoires. Donc, un enfant de 12 ans peut être à l'équivalent du collégial en piano, en saxophone, en violon ou en chant ou en guitare. Alors, ce sont vraiment des jeunes exceptionnels qui ont l'occasion, dans cette formule-là de conservatoire, de pouvoir avoir une formation de très, très haut niveau, tout en faisant son parcours scolaire en parallèle. Alors, il peut être en secondaire 2 au niveau de l'école, mais il peut être au niveau universitaire, au niveau du piano, par exemple. Alors, ça prend vraiment un accompagnement très, 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 très important, et c'est ce qu'on a développé. Puis le fait qu'il y en ait dans 5 régions du Québec, en plus de Québec et Montréal, mais ça permet de découvrir un talent exceptionnel à Val-d'Or, à Rimouski, à Gatineau et dans les autres, dans la Trois-Rivières, etc., à Saguenay. Donc, ce n'est pas que pour les grandes villes. Puis quand l'enfant a 12 ans puis que c'est un talent exceptionnel, ben, il n'y a pas besoin de quitter sa région. Ça, c'est aussi formidable. Alors, oui, c'est une formation d'élite démocratique, comme j'aime le dire. C'est une formation très poussée, très personnalisée. L'enfant peut garder le même professeur de piano, disons, de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et ça, ça devient très important aussi pour pouvoir garder les jeunes dans leur passion et dans l'exigence d'en faire un métier. Parce que c'est aussi exigeant que les sœurs du Four-la-Pointe en ski acrobatique. Ce sont vraiment des élites exceptionnelles. Eugénie Bouchard en tennis. Ça, c'est pas vieille, Eugénie, là, quel âge, Marc? 20 ans. 20 ans. Mais à 14 ans, elle était déjà en Floride, mais bon, elle était dans des circonstances où probablement les parents ont donné beaucoup, puis les entraîneurs et tout. Les entraîneurs. Mais là, on peut le faire dans la région. C'est ça qui est exceptionnel. Sans avoir à se déplacer trop. Sans avoir à se déplacer trop. Donc, oui, est-ce que ça coûte des sous? Oui, ça coûte des sous au gouvernement, mais ça permet d'avoir une vitalité culturelle aussi dans les régions qui est exceptionnelle. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que la culture, comme en France, il y a quoi, 2 conservatoires par région, la culture se base dans ces noyaux-là. C'est ça. Et tous les gens vont vers là, comme ici, on voit un peu l'exode vers Montréal, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont débuter leur carrière à Montréal, tandis que avec la présence du conservatoire, on donne une chance de se développer, de chaque région avoir son propre développement. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Justement,
on dit souvent, bon, Montréal, c'est la ville du Québec. On pense souvent ça. C'est la métropole, c'est ça. Mais en fait, la culture, elle n'a pas de ville, à proprement parler. Non, c'est ça. À Gatineau, ici, avec la Maison de la Culture, la salle de la Maison de la Culture, c'est une des plus belles salles de spectacle qu'on a au Québec. Qui a gagné plusieurs prix. Exactement, prix à l'appui. Oui, tout à fait. Puis, on en a plusieurs autres petites salles aussi pour des artistes émergents. Est-ce que vous pensez que les régions, justement, sont vraiment importantes, justement, pour la culture parce que, on va élever les écoutez, je pense que je vais essayer de répondre rapidement, mais votre question a une profondeur insoupçonnée. Parce qu'au Québec, on est dans une société dite un peu distincte, où on est francophone, entouré évidemment d'une mer anglophone, des provinces canadiennes, des États-Unis. Alors, pour cette raison-là, la culture et la langue ont toujours été, on le sait, extrêmement importants parce que la langue, bon, on ne fera pas un long... je ne parlerai pas pendant 20 minutes de la question de la langue française, mais c'est quand même lié beaucoup à la culture. Alors, par toute l'importance qu'on accorde avec raison à la protection et à la promotion de la langue française, on doit avoir une culture, je pense même que dans nos gènes, là je ne veux pas aller trop loin, mais on est vraiment dans un souci au Québec absolument exceptionnel par rapport même aux autres provinces canadiennes de protéger et notre langue et notre culture, parce que la culture, ça revêt une portée beaucoup plus large que simplement apprendre le piano. La culture, c'est ce qui est notre identité. Donc, on a développé au Québec un ministère de la Culture depuis officiellement 1961, mais bien avant ça, il y avait des gens qui s'occupaient de culture de façon très importante, mais un ministère de la Culture unique, qui est seulement culture, il n'y a qu'au Québec qu'il y a ça. Dans les autres provinces, c'est culture et autre chose. Et culture avec communication, bon, qui est très lié à culture, ça montre qu'au Québec et la langue, vous voyez, tout ça, ça se tient parce qu'au Québec, on doit absolument protéger notre identité, notre langue. Alors, il faut le faire partout en région aussi. Et la culture, ce n'est pas que d'apprendre, comme je dis, un cours de piano ou le ballet ou tout ça, c'est une façon de vivre aussi. Alors, dans les façons de vivre, c'est d'avoir des centres comme ici, une maison de la culture qui est exceptionnelle. Tout à fait. C'est la première fois que je la visite. C'est vraiment fabuleux. Et il faut continuer à mettre des sous autant en région que dans les grands centres, parce que les grands centres alimentent les régions alimentent les grands centres. Et il faut absolument que les gens en région puissent avoir accès, comme ici, à des lieux aussi exceptionnels. J'aurais peut-être une dernière question pour vous, vous deux, en fait. J'aimerais vous parler un peu de cinéma. Xavier Dolan, qui est un réalisateur tout à fait exceptionnel, qui vient du Québec, encore très jeune de son côté. Il a sorti le film Mommy il y a quelques mois à peine, et il a connu vraiment un vif succès partout à travers le monde, et il a même franchi le cap du million de billets d'entrée en France. Est-ce que vous croyez que la culture québécoise est exportable à ce point-là? Et est-ce que vous croyez qu'elle est en très très bonne santé en ce moment? Marc? Non, mais parce que tout à l'heure, il t'a lancé la perche, alors je peux te donner l'occasion. Moi, je pense que oui, à travers le temps, là, vous étiez sûrement pas nés, mais les premiers qui sont Félix Leclerc qui est allé en France et tout ça, qu'on regarde Céline Dion qui est une vedette internationale, on en a des gens de l'Outaouais, des Patrice Bélanger, on en a tout plein qui rayonnent à travers le Québec, donc je pense que oui, notre culture elle est tout à fait exceptionnelle et je pense que le fait la planète est pas assez grande pour nos artistes, donc je pense qu'on peut rayonner. C'est clair que en France et dans les pays francophones, c'est déjà de l'acquis, mais on a des vedettes tout à fait internationales. On a vu l'autre jour là, que Marie-Mé qui pense aller aux États-Unis, etc. Donc, que ce soit en cinéma, que ce soit en musique ou peu importe. Et je pense qu'au pied carré ou au kilomètre carré, on est probablement la province où il y a le plus d'humoristes là, à travers la planète. Donc, j'approuve. Donc, je pense qu'effectivement, il y a du talent ici et on n'a qu'à bien l'exporter. Votre question est super importante parce que c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur notre identité, notre ADN qui fait que notre culture, notre langue, on y tient tellement qu'on devient extrêmement
créatif et on est dans l'innovation constamment. J'étais dans un spectacle pour Polytechnique hier et Luc Plamondon était là, puis j'étais avec lui dans un autre événement 2 semaines avant en région justement et cet homme-là a contribué d'une façon absolument exceptionnelle à la culture du Québec et à la culture, dans le fond, de la chanson francophone partout à travers la planète. Donc, quelqu'un comme Luc Plamondon qui fait qu'on chante les plus belles chansons en français, et c'est un Québécois, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, Marc a donné de très, très beaux exemples, et oui, Xavier Dolan est tout à fait digne des plus grands réalisateurs au monde, et on n'a pas, non seulement de ne pas avoir honte, mais il faut être très, très fier de ce qu'on fait au Québec. Il ne faut pas avoir peur de l'exporter, justement. Absolument pas. Gabriel de Marc-en-Pérou, tu as une question pour nos ministres, nos députés. Au sujet de la situation de Radio-Canada en ce moment, on a vu que le costumier a fermé ses portes vendredi dernier, qu'il y a encore des coupures. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet. Écoutez, j'ai participé à une conférence de presse qui était avec tous les partis à l'Assemblée nationale et on a réitéré à quel point nous étions attachés à cette institution exceptionnelle. Radio-Canada, c'est le pôle francophone et il y a CBC du côté anglophone. Et Radio-Canada nous a tous porté, éduqué à un point ou un autre. À un niveau ou un autre. On a Télé-Québec qui est une chaîne nationale exceptionnelle aussi, mais Radio-Canada est vraiment présente pour la francophonie canadienne. Ça aussi, c'est très important. Alors oui, on veut, et j'en parle avec ma collègue au patrimoine, qui est pas très loin d'ici. Il faut absolument protéger Radio-Canada, protéger les créateurs qui alimentent Radio-Canada, parce que même si on dit que la production est impartie à des producteurs externes, ben les producteurs externes, là, si on parle par exemple de 19-2 avec Claude Legault... Excellente émission, en passant. Oui, mais qui était en nomination au Emmy Award, et c'est quand même pas rien. Tremblay aussi l'était. Oui. Alors, écoutez, là, pensez-y là, que ces émissions-là soient dans la compétition mondiale, la plus grande compétition. Les Emmy Awards, ce sont ils n'ont pas gagné, mais juste le fait d'être en nomination, c'est déjà exceptionnel. Alors, on a des émissions d'information, on a des émissions comme des émissions sur la couverture internationale. Alors, il faut protéger ça le plus possible. Et ça aussi, c'est en lien avec notre culture et notre langue. Parce que l'attachement des Québécois à Radio-Canada est très, très, très fort. Je ne veux pas parler de l'attachement ou présumé qu'il est moins fort dans le reste du Canada pour CBC, mais c'est clair que ne serait-ce que les parts de marché, les codes d'écoute, Radio-Canada est très, très, très écouté et suivi par les Québécois et c'est en lien avec la langue et avec la culture aussi. Alors, le costumier, c'est triste aussi, mais on a travaillé très, très fort avec justement le ministère et nos musées et ils vont pouvoir probablement, là, c'est presque finalisé, recevoir beaucoup de costumes qui vont pouvoir être préservés au niveau muséal, je dirais, et au niveau aussi des conservatoires d'art dramatique, parce qu'il y en a 2, Québec et Montréal, ils vont pouvoir même utiliser ces costumes-là. Ça, par contre, c'est bien, justement, c'est peut-être une porte qui se ferme pour la culture à un certain point, mais qui s'ouvre. Mais que nous, on a tout de suite ouvert. On était au travail dès l'annonce pour être sûr au ministère de la Culture que nous pouvions... en tout cas, je dirais tirer profit, oui, d'une certaine façon, faire en sorte que, écoutez, les costumes qui représentent, on a la mort de Paul Buissonneau la semaine dernière, mais Paul Buissonneau, c'était Piccolo, il a fait pour le théâtre d'enfants ce que vous faites pour la communication, vous, avec les enfants, les adolescents, c'est-à-dire qu'il y a eu sa roulotte pendant des années, des décennies, où il allait dans les parcs avec une roulotte et il apprenait aux enfants à faire du théâtre et les plus grands comédiens ont participé à cette roulotte-là. Donc, Paul Buissonneau, c'est une icône dans le milieu théâtral et justement, Piccolo, vous êtes vraiment trop jeune pour avoir connu ça. Oui, effectivement. Mais vous avez eu vos propres héros, mais ça fait partie des héros dans le costume. Le costume de Bobino qui est justement ici en bas à la Maison de la Culture, la bibliothèque Guy Sanche. Mais comme vous avez dit du côté anglais,
La même chose est arrivée, ils ont fermé le costumier. Les anglophones n'ont pas fait tout un plat avec ça. Les costumes ont été vendus à des collectionneurs, mais c'est triste qu'est-ce qui arrive, parce que les Québécois, c'est notre culture, c'est le costumier, on est plus attachés à ça. Ben, c'est exactement ce que je disais pour l'ensemble de notre identité québécoise, notre identité linguistique, tout ce qui touche, on dirait, à la culture et à la langue, ça s'appelle « N'y touchez pas ». Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Madame David et Monsieur Carrière. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ben, écoutez, je vous répète ma béate admiration devant votre... C'est une des entrevues les plus intéressantes que j'ai faites depuis que je suis ministre de la Culture. Merci beaucoup. Ben, on est content que ça soit avec nous. Merci beaucoup, Madame David. Merci beaucoup, Monsieur Carrière. On prend une courte pause et au retour, Jessie va fermer l'émission de très brillante façon avec son émission, sa chanson, La Maison du Fond. Très belle chanson qui va s'en venir. Donc, Alexis, on met une petite chanson et au retour, on ferme ça.